Du coup, ça va être, euh, ok. Là, on va faire du coup la formation de résonance magnétique nucléaire. Vous n'avez pas encore eu tous les cours. Il y a des trucs que vous allez voir maintenant que vous n'avez pas encore vu en amphi. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y aura un cours et que, on ne pose pas juste ça là. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être en premier les moments. Alors, les moments, c'est pas très agréable, ni pour vous, ni pour moi. Mais c'est pas très important. C'est bien de le comprendre, mais c'est pas forcément utile de tout savoir par cœur. Les champs magnétiques, la résonance nucléaire et relaxation et contraste en IRM, ça, du coup, vous l'avez pas vu. C'est avec l'astérisque. Euh, du coup, bah, là, pour l'instant, ce sur quoi vous êtes calé, c'est les trois premiers, normalement. Et le dernier, du coup, bah, on va insister dessus, plus sur le point court que sur les QCM. Du coup, bah, on est parti sur la notion de moment. Donc, un moment, on a dû vous donner l'image de la toupie ou du gyroscope. C'est pas tout à fait une rotation. Enfin, non. Je vais- Donc, le moment, c'est lié à un mouvement. Et là, dans ce chapitre-là, ça va être un mouvement de rotation. Euh, du coup, en fait, on va avoir une rotation, la rotation de mon bras. Il va y avoir donc la force qui s'exerce sur mon bras, qui va par là. Il faudrait que je dessine, en fait, ça va être plus simple. Ah, mais non, je ne peux pas dessiner, je suis enregistré. Bon, je dois avoir un schéma après. Voilà. Donc là, bon, c'est avec direct du truc qui tourne. Vous avez ici l'axe de votre objet. Et vous avez la force qui s'exerce sur lui, là, c'est la gravité, parce qu'il a été poussé. Une fois qu'elle a été poussée, on ne le touche plus. Oui, il n'y a plus de force qui s'exerce sur lui. La seule force qui s'exerce, c'est la gravité et l'inertie. L'inertie, ça va lui permettre de continuer à tourner parce qu'il a reçu un mouvement. Et la gravité, ça va l'attirer peu à peu au sol. C'est pour ça que puis va faire elle va arrêter, elle va tomber. Et du coup, je reviens sur ma notion de moment. Donc, le moment, vous l'avez, en fait, c'est euh, ce qui va permettre la mise en rotation. Et du coup, c'est un peu bizarre. Le moment, le vecteur moment, il va être perpendiculaire du coup à la force. Vous allez avoir en fait un angle quoi, perpendiculaire. Euh, du coup, produit vectoriel, voilà, règle des droits de la main droite, ça, c'est important. Pour trouver le produit vectoriel, on fait le vecteur OP. Ça, mon pouce, c'est le vecteur OP. C'est le vecteur, l'axe de la rotation. C'est autour de d'où ma toupie tourne, avec P, le point centre de ma toupie, et O, disons, le point O ici, là. Du coup, on a un axe OP. Donc ça, c'est mon pouce. Ensuite, la force qui va s'exercer, ça va être mon index. Et du coup, on peut tourner ça dans le sens qu'on veut. Et du coup, en fait, avec ces deux doigts-là, en dépliant le majeur, on va avoir dans quelle direction est notre vecteur mouvement. À quoi ça sert en pratique? À rien. Mais comme ça, on sait vers où est notre vecteur moment. Et du coup, ben là, dans le cas de notre toupie, ça va faire quelque chose comme ça. Avec l'axe ici, la force qui va être exercée du coup par la gravité. Je sais pas trop comment, bon, je sais même pas trop comment le dessin sait faire. Retenez les trois doigts de la main droite. Le professeur Gantet a dû vous le faire. Euh, Bref, du coup, ça, c'est le moment de force. On le représente sous gamma majuscule. Donc, le gamma majuscule, il ne ressemble pas à un gamma, hein, c'est un L à l'inversé. Et du coup, la formule du moment de force, donc c'est la dérivée de L. Qu'est-ce que c'est L? On va voir juste après. Le moment d'inertie, bah, c'est un moment justement qui va résister à un changement de vitesse, à n'importe quel changement. L'inertie, en fait, c'est la matière qui est un peu une feignasse, et du coup, elle refuse de changer. Du coup, si on pousse un objet, il ne va pas s'arrêter instantanément parce que ça veut dire perdre beaucoup de vitesse d'un seul coup. Et ça, la matière, elle n'aime pas. Du coup, il va avancer un peu. Là, notre toupie, quand on la tourne, si on la tourne suffisamment fort, elle ne va pas tomber instantanément. Elle va avoir encore un mouvement. Et ça, c'est grâce à l'inertie. Et du coup, ça va résister à un changement de vitesse parce que si elle tombe, elle n'a plus de vitesse.
Et du coup, bah, ça va entrer en opposition avec la force. Donc là, notre force, c'est la gravité qui veut faire tomber la toupie. Et le moment d'inertie, ça va être ce qui va la faire continuer à tomber. Et enfin, le moment angulaire, L. Et donc ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On sait que le moment de force, c'est la dérivée de L sur, du coup, bah, L, on l'a là. Et du coup, c'est l'élan de l'objet qui lui permet de continuer à tourner. C'est pas comme l'inertie. L'inertie, c'est tout ce qui résiste au changement. Et le moment angulaire, c'est ce qui permet de tourner. Alors là, encore une fois, c'est pas très clair. Mais c'est pas très important. Ça va être plus important après. Donc, une fois qu'on a un moment angulaire, euh, dès que quand on va appliquer une force, ben, ça va tourner. Donc là, c'est la toupie. Notre toupie, quand elle est droite, elle n'a pas de moment angulaire. Si on la pousse, elle tombe. Par contre, si on la met un petit peu sur le côté et qu'on la pousse, elle va commencer à tourner. Et là, du coup, elle aura un moment angulaire. Et du coup, le moment angulaire, c'est celui, en fait, qui va porter le mouvement de précession. Du coup, qu'est-ce que c'est la précession? Ben, la précession, c'est quand on tourne autour d'un axe. On n'est pas forcément sur l'axe, on peut faire des comme ça, mais on tourne autour d'un axe. Du coup, là, vous avez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a l'axe. Et en fait, la précession, ça va être notre disque là, qui va tourner autour de ce cercle bleu. Du coup, il n'est pas sur l'axe, parce qu'il est rapproché du sol peu à peu. Mais voilà. Donc là, on a nos moments. On a notre moment de force qui est ici. Vous voyez la règle des trois doigts. Bon, là, du coup, c'est de la 3D, du coup, on ne voit pas, mais ici, c'est perpendiculaire, c'est perpendiculaire. Là, on a nos trois doigts. Euh, Ici, on a du coup, ouais, toute la force qu'on peut rapporter ici. Bref. Le moment d'inertie, il y avait un problème et du coup, il n'est pas affiché. C'est tant mieux parce que je ne saurais pas comment le dessiner. Euh, donc, c'est parti. On peut commencer sur les premiers QCM sur les champs magnétiques. Là, je vous mets le QCM, mais on ne va pas y répondre tout de suite. On va d'abord faire notre point court. Donc, vous voyez, il n'y a aucun QCM. On n'a trouvé aucun QCM en cherchant dans les annales sur le moment. C'est-à-dire que la partie sur le moment, on a essayé de trouver un QCM avec des questions, on n'en a pas trouvé. Donc, on peut rien en faire. Du coup, sur les champs magnétiques, un champ magnétique, donc c'est un champ dans lequel les objets aimantés vont s'orienter suivant un axe. Donc là, nous, dans le cas des IRM, le champ, c'est un courant continu, là c'est important, courant continu, dans une bobine supraconductrice. Donc là, courant continu, ça peut tomber en QCM, et supraconducteur aussi. Supraconducteur, c'est quoi? Supraconducteur, c'est ben, l'inverse de résistant. Et du coup, c'est un matériau à une certaine température qui va avoir aucune résistance électrique. Du coup, il va pas du tout chauffer. Et en fait, il va permettre, plus on a d'énergie dans le fil, plus on crée un champ magnétique. Sauf que l'objectif d'une IRM, c'est de faire une imagerie, pas de finir en tartine. Du coup, si on a un fil classique, ben, en fait, ça chauffe trop et ben, on ne peut pas faire d'IRM décemment. Du coup, c'est pour ça qu'on la met à des températures proches du zéro absolu pour que s'il y ait un maximum d'énergie pour un minimum de résistance. Du coup, ouais, vous avez votre bobine, c'est plein de spires. Les spires, c'est les tours de fil. Et dès qu'on a ce courant continu, tous les objets qui vont posséder un moment magnétique, on revient sur le moment, vont s'aligner avec l'axe central. Vous allez voir, il va y avoir des schémas de bobine juste après. C'est juste que là, moi, je ne peux pas vous dessiner parce que je suis enregistré. La valeur en Tesla d'un champ vaut B égale N fois mu0 divisé par 2R fois I. Euh, Toutes les formules compliquées que je vous donne, vous avez un énorme formulaire au début de votre sujet de biophysique. Vous avez toutes les formules dont vous avez besoin pour la RMN. Donc, les formules comme ça, les formules du T1, les formules du T2, toutes les formules un petit peu compliquées, on vous les donne. S'il y a des trucs à retenir, je vous le dirai. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt bah, des trucs comme courant continu, bobine supraconductrice, etc. Mais vous allez voir, il y a plein de QCM là-dessus. N, c'est le nombre de spires, donc le nombre de tours. Mu0, la constante magnétique du vide, ou perméabilité magnétique du vide. En gros, comment fonctionne un champ magnétique dans le vide.
R, le rayon d'une spire, et l'intensité électrique. Bref. Les particules qui interagissent avec le champ magnétique doivent avoir un moment angulaire orbital et ou de spin non nul. Alors ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit notre particule, elle est chargée, soit elle est aimantée. C'est ça que ça veut dire moment angulaire orbital de spin. Orbital à cause des orbitales atomiques. Orbitale atomique, donc une orbitale atomique qui n'est pas pleine, qui va créer un ion, enfin une particule chargée, ou un spin. Et du coup, le spin, ben ça va dépendre de notre atome, de son numéro atomique. Et tout. Ça, on va le voir après. Une fois qu'on a un moment angulaire non nul, un moment magnétique non nul, enfin non, une fois qu'on a un moment angulaire non nul, on a un moment magnétique non nul, et du coup les deux sont proportionnels en fait. Là, vous avez votre moment magnétique nu qui est égal à gamma fois le moment magnétique, enfin le moment angulaire J. Et gamma, alors lui pour le coup il est très important gamma, vous allez le revoir beaucoup, c'est le rapport gyromagnétique gamma égale 2QM. Alors la formule gamma égale 2QM, ça vous n'allez pas en avoir besoin. C'est les formules après, on aura besoin. Du coup, Q, c'est la charge, M, c'est la masse. Et du coup, là, vous voyez, bah, la charge, c'est si on a un moment orbital. Bref, ça, c'est pas important. Lors de l'exposition à un champ B0, le moment magnétique entre en précession autour de l'axe du champ. Alors ça, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a notre champ, c'est des cercles, et au milieu de ces cercles, il y a l'axe du champ. Et autour de cet axe du champ, tous les noyaux qui ont un moment magnétique, ils vont s'orienter en direction de ce champ, en parallèle ou antiparallèle, ça on verra après, et ils vont se mettre à tourner, tourner autour, pas dessus, ils vont faire bah, comme la toupie qu'on a vue tout à l'heure. Du coup, on a une vitesse angulaire gamma 0 qui vaut oméga 0, pardon, qui vaut gamma fois B0. B0, c'est la valeur du champ en Tesla, et gamma, c'est le rapport gyromagnétique. Gamma, on vous le donne, le rapport gyromagnétique. Quoique, non, peut-être qu'on ne vous le donne pas. Bon, du coup, il faut retenir la fréquence, c'est la fréquence de l'armor, ça c'est important. C'est la fréquence à laquelle les moments vont entrer en précession, c'est-à-dire en combien de secondes ils font un tour. Et du coup, cette fréquence nue, donc c'est comme en électromagnétique avec les rayons etc. On met la fréquence nue, on met pas F. C'est gamma divisé par 2pi. Pourquoi 2pi? Parce que 2pi, c'est le périmètre du cercle. Et gamma, c'est le rapport gyromagnétique. Euh, et du coup, on obtient des hertz. Donc, hertz, c'est seconde moins un. C'est tour par seconde. Et du coup, on peut calculer ça à partir de gamma et B0. Attends, je crois qu'il y a un problème. Moi, c'est pas grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que gamma sur 2pi, ouais, c'est là qu'est le problème. C'est gamma sur 2pi de hydrogène, donc la fréquence de la mort, associée à l'hydrogène, c'est 42,6 MHz par Tesla. La valeur de 42,6, on va vous la redemander régulièrement. Et c'est grâce à cette valeur, en fait, qu'on peut calculer, en fait, dès qu'on va vous demander une fréquence de la mort. Nous, dans les chapitres que vous allez avoir en RMN, on n'utilise que de l'hydrogène. Du coup, que de l'hydrogène, ça veut dire que en fait, ça va dépendre que du champ magnétique, la fréquence de la mort. Parce que du coup, la fréquence de la mort, ça va être 42,6 à chaque fois, fois la valeur du champ. Donc, si vous avez un champ de 1 Tesla, la fréquence de la mort, c'est 42,6 MHz. Si vous avez un champ de 2 Tesla, c'est 85,2 MHz, etc. Je vous laisse faire les calculs, 3 Tesla, 4 Tesla. Et du coup, bah voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, cette valeur de 42,6, elle est importante parce qu'on ne vous la donne pas à chaque fois. Normalement, on vous la donne dans votre formulaire de trucs. On a, et pour vous piéger, on vous met aussi euh, rapport gyromagnétique, de l'hydrogène, de carbone 13, etc., de plein de trucs. C'est que l'hydrogène qui nous intéresse. On fait de la RMN qu'avec l'hydrogène. Du coup, c'est parti. On peut commencer. D'après ce que vous avez vu en cours concernant la magnétostatique et la RMN, un champ magnétique statique peut être généré par une bobine alimentée par un courant alternatif de type radiofréquence. Bah, du coup, là, c'est faux, c'est un courant continu. Là, vous avez un joli schéma de bobine qu'a fait Emmerich.
Vous avez ici votre courant. C'est du courant continu qui fait des cercles. Donc là, c'est des cercles représentés en 2D, du coup, c'est difficile à voir. Et vous avez tout autour un champ magnétique qui se crée. Et tout va s'aligner sur l'axe ici. Dans quel sens va tourner un champ magnétique autour de l'axe? Je crois que c'est aussi un truc qu'on vous donne, euh, que Monsieur Gantet a dû vous donner, le professeur Gantet, avec la main droite encore. Et en fait, on a le pouce vers le haut et notre champ qui va s'enrouler dans le même sens que les doigts. Du coup, ça va te faire dans ce sens-là. Pour vous, c'est pas clair. En fait, le pouce et les doigts qui s'enroulent. Du coup, ça va être le sens dans lequel tourne le champ. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça signifie. On n'en a pas besoin. Euh, D'après ce que vous avez vu en cours concernant, bon, je ne vais pas répéter ça à chaque fois. Un champ magnétique statique intense, tel que celui utilisé dans les appareils à imagerie par résonance magnétique, n'a d'effet indésirable, n'a pas d'effet indésirable sur le corps humain. Alors ça, c'est un truc à retenir par cœur. Un champ magnétique statique intense n'a aucun effet sur le corps humain. Jamais. Même si votre champ magnétique il est à 80 000 Tesla, bon, je ne sais pas ce qui se passe à 80 000 Tesla, mais il n'y a pas d'effet sur le corps humain. C'est juste un champ magnétique. On n'est pas aimanté, vous, a priori, sauf si vous avez une prothèse de hanche, sauf si vous avez un pacemaker. Du coup, normalement, ça n'a aucun effet. Et c'est pour ça que l'IRM, c'est une technique d'imagerie qui est révolutionnaire. C'est parce que il n'y a aucun dommage comparé à la radio où on envoie des rayons X, le scanner. Il n'y a aucun dommage avec l'IRM. Par contre, le problème, c'est que ça reste quand même un très très gros aimant. Et du coup, bah, si vous ramenez un truc en fer dans la salle, bah, vous risquez de vous le prendre sur la tête. Aucune précaution ne doit être prise lors de l'utilisation de champs magnétiques statiques intenses. Du coup, là, c'est ce que je vous disais. C'est pas parce que le champ magnétique ne nous fait rien qu'aucune précaution doit être prise. C'est que si on ramène un brancard dans la salle, le brancard, il va foncer direct sur la machine. La machine coûte très très cher. Et du coup, voilà, là, vous voyez, vous avez des super images de là, c'est une bonbonne d'oxygène qui est collée contre le tube. Là, c'est un brancard qui a été envoyé dans la machine. Là, c'est un fauteuil roulant. Et là, c'est une chaise. Donc, c'est pour ça que dans les salles d'IRM et autour des salles d'IRM, tout est hyper contrôlé, que des chaises en plastique. On n'amène jamais les brancards, etc. C'est vraiment hyper réglementé. On a des tonnes de questions à poser avant d'entrer, etc. Ça, c'est vraiment hyper surveillé. Placé dans un champ magnétique statique intense, l'aiguille d'une boussole s'anime d'un mouvement de précession. Donc ça, c'est rapport à l'expérience d'Ørsted. C'est un truc qu'on vous redemandera aussi un petit peu. L'expérience d'Ørsted, c'est un physicien, je crois qu'il est danois, mais je suis pas sûr, qui a fait passer du courant continu dans un fil, qui a mis sa boussole en dessous. Il a dit, tiens, ma boussole se hante à cause de l'électricité. Du coup, c'est comme ça qu'il a découvert que l'électricité, ça pouvait produire un champ magnétique quand ça passait dans un fil. Mais du coup, ça ne s'anime pas d'un mouvement de précession. Ce qui s'anime d'un mouvement de précession, c'est les moments magnétiques, etc. Là, on a juste une aiguille de boussole qui va s'orienter. C'est tout. Elle va pas se mettre à tourner sur elle-même. Donc, le mouvement de précession, là, on vous le redit, c'est une rotation autour d'un axe. Donc là, vous avez encore un seul. Et voilà, donc là, il faut retenir, l'aiguille de la boussole s'oriente perpendiculairement à la direction du courant. C'est pas parallèlement, vous pouvez faire le piège. C'est que ça, parce que le champ, il va être généré perpendiculairement. Du coup, l'aiguille de la boussole va s'orienter perpendiculairement. Parce que si on reprend notre schéma, voilà. Là, vous voyez, on a des tours. Et comme on a des tours, ça crée un centre comme ça. Sauf que là, ce qu'il a fait Einstein, il avait qu'une longueur de fil. Du coup, sa longueur de fil, le champ, il ne se crée pas comme ça, il se crée autour. Et du coup, quand il se crée autour, bah, ça va s'orienter en fait perpendiculairement. Bon, c'est pas très important de le savoir. C'est bien, si on sait comment ça marche, c'est plus pratique pour comprendre. Mais il faut juste retenir que c'est perpendiculaire et que c'est pas parallèle. Après, normalement, il n'y a pas trop de pièges là-dessus. On va souvent plutôt faire des pièges sur qu'est-ce que fait l'aiguille de la boussole. Il faut juste savoir qu'elle sort perpendiculairement et pas qu'elle tourne, pas qu'elle sort de la boussole, je sais pas. Et enfin, si une particule de moment angulaire non nulle est placée dans un champ magnétique statique intense, le moment angulaire de la particule s'anime d'un mouvement de précession. Alors, là, je pense que... Est-ce que vous avez une idée? Alors, je pense que c'est faux parce que c'est le moment magnétique, mais je suis pas sûr. Ah, bon, non, c'est la même chose. Oui, parce que les deux marchent ensemble. Du coup, vous aviez votre moment angulaire qui était associé du coup à un moment magnétique. Le moment angulaire, il dépend.
si la particule est chargée et si la particule a un spin. Et du coup, ça va être associé à un moment magnétique. Et du coup, c'est pour ça que ça va tourner. Du coup, là, en fait, le moment angulaire de la particule s'aligne d'un moment de précession, c'est valable que si le moment angulaire est non nul. Donc là, vous avez un résumé. On a rajouté ça par rapport aux formations précédentes. Ouais, est-ce que vous avez des questions? Du coup, là, on a fini le chapitre champ magnétique. C'est globalement ce qu'il y a à savoir sur les champs magnétiques. Qu'est-ce que ça fait un champ magnétique? Ouais. Normalement, non. Quand c'est des petits objets, normalement, on ne se les fait pas enlever. Il y a des... C'est plutôt pour des objets comme des grosses prothèses ou des pacemakers. Parce que souvent, en fait, les piercings et tout, c'est pas fait avec des matériaux. C'est pas fait que. Il y a des alliages, du coup, c'est pas que des matériaux aimantés, je crois. Il y a des normes. De toute façon, tous les gars, ils vous posent des questions à l'entrée et ils oublient rien. À jamais. Et ouais, pour les pacemakers, il faut faire attention parce que les vieux pacemakers, je crois que maintenant, ils en font des pas aimantés, mais du coup, dès que quelqu'un a un pacemaker, on va préférer faire un scanner de clean IRM quand on ne sait pas. Parce que souvent, surtout des fois, il y a besoin des IRM pour les AVC. Ça peut être des personnes qui ne sont pas forcément en état de te répondre sur quand a été posé leur pacemaker. Et du coup, des fois, tu sais pas, il vaut mieux faire un scanner que risquer que le pacemaker s'arrache. Ouais. L'échauffement. L'échauffement, on en verra après. L'échauffement, c'est pas dû au champ magnétique, c'est dû aux ondes qu'on envoie, aux ondes radiofréquences qu'on envoie après. Donc, effectivement, là, en fait, on parlait d'un champ magnétique intense. Champ magnétique très intense, aucun problème. Après, l'IRM en soi, effectivement, il y a les ondes radiofréquences qui vont te chauffer un peu, mais euh, c'est pas aussi dangereux que des photons X qui grillent tes cellules. Enfin, peuvent griller tes cellules. Ouais. La E est vraie parce que du coup, la particule, là, on nous dit qu'elle a un moment angulaire non nul. Donc, qui dit moment angulaire non nul, dit moment magnétique non nul. Et du coup, comme on a un moment magnétique non nul, et que le moment angulaire et le moment magnétique, en fait, s'ils sont collinéaires, les deux vecteurs, du coup, si un des deux est animé d'un mouvement de précession, l'autre l'est aussi. Donc, le moment magnétique est animé d'un mouvement de précession, donc le moment angulaire. En fait, quand on dit le moment est animé d'un mouvement de précession, c'est un peu bizarre, mais parce que ça veut dire que du coup, bah, il y a notre particule comme ça, là, mais il y a des super schémas après. Je vais vous montrer les schémas, ce sera plus simple. C'est moi qui ai fait les schémas. Voilà, ils sont là. Bon, du coup, je les montrerai juste après, je finis ça. Donc, les nœuds qui sont concernés par ce phénomène, on va voir. Donc, il y avait les noyaux chargés et les noyaux chargés, on s'en occupe pas. C'est surtout les noyaux qui ont un spin non nul. Parce que spin non nul, on peut modifier ça. On peut faire des trucs avec le spin. Avec la charge, on peut rien faire. Une particule qui est chargée plus, bah, elle est chargée plus. Et on peut pas envoyer des rayons pour qu'elle soit chargée moins. C'est pas possible. Du coup, là, on va faire avec les particules qui ont un spin non nul. Parce que on peut le modifier, ce spin. Et du coup, on peut faire des contrastes, on peut faire des images, etc. Du coup, le spin, ça correspond à quoi? C'est des nucléons non appariés. Qu'est-ce que ça veut dire, nucléon non apparié? Ça veut dire que tu as un nombre impair de protons ou un nombre impair de neutrons, ou les deux. Enfin, un nombre impair de nucléons, pardon. Euh, Parce que, en fait, quand tu as deux nucléons qui vont s'apparier, ça va faire, ça va être égal à zéro. Il y en a un qui va prendre un spin de moins un demi, un qui va prendre plus un demi, tout ça s'annule. Ceux qui s'apparient entre eux, il me semble, on l'a pas écrit, c'est que c'est pas très important, mais il me semble que c'est les protons entre protons et les neutrons entre neutrons. Du coup, c'est pour ça qu'il y a trois cas de figure. Un noyau de spin I a un nombre d'orientations possibles des moments égal à 2i plus 1. Alors ça, bah, voilà, c'est que quand tu connais le spin, tu peux savoir parce qu'à chaque fois, il y a forcément plusieurs possibilités. Nous, celui dont on va se servir, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, il a un spin de 1 demi ou moins 1 demi. Et du coup, 2 fois 1 demi, ça fait 1.
plus un, deux orientations possibles. Mais là, quelque chose qu'on va pas voir, mais par exemple, avec un spin de un comme l'azote, si je dis pas de bêtises, et bien du coup, avec un spin de un on va avoir trois orientations possibles. Et là, on passe en 3D. Et puis après, plus on a de spin, plus ça va être un peu n'importe comment. Et voilà. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce que nous, on veut les protons. Et enfin, les protons, quand je dis protons, le proton d'hydrogène en particulier. Quand on dit les protons, c'est les protons d'hydrogène. Parce que c'est le seul proton qui est tout seul. Du coup, un noyau avec un nombre de nucléons pair et un nombre de protons pair a un spin nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son numéro atomique est pair, ça veut dire que c'est bon. Le nombre de protons est pair, ils s'associent tous entre eux. Et c'est bon, le nombre de neutrons est pair, ils s'associent tous entre eux. C'est bon, spin nul. Si on a un nombre, un numéro atomique impair et un nombre de nucléons, un nombre de masses pair, ça veut dire qu'on a, euh, ils s'associent presque tous, sauf un proton et un neutron, qui sont tous les deux tout seuls. Et du coup, les deux, ça va représenter, du coup, chacun va avoir un spin de 1,5 ou moins 1,5. Et du coup, on va associer les valeurs absolues. Et du coup, on a un spin qui peut être 1, mais en fait, ça peut être plus. Et du coup, bah, ça peut être 1, 3, 5, 7, on peut avoir 2, on peut avoir 4. C'est un spin entier. Et ça, pour l'instant, les deux là, ils ne nous intéressent pas. Enfin, un spin nul, ça nous intéresse un peu, parce que comme ça, on voit ce qui ne marche pas. Mais du coup, ce qui nous intéresse vraiment, c'est un noyau avec un nombre de masse impair, c'est tout. Parce que si on a un nombre de masse impair, peu importe qu'on ait un numéro atomique pair ou impair, il va forcément rester une particule toute seule. Et du coup, là, on a un spin demi-entier, moins un demi, moins 5 demi, etc. Et donc, particulièrement, celle qui nous intéresse en RML, c'est l'hydrogène 1. L'hydrogène 1, il a un nombre de masse impair, il a un numéro atomique impair, il est 1, 1. Et du coup, c'est très bien parce qu'il a que deux états possibles, plus un demi ou moins un demi. Les calculs sont plus faciles parce qu'il n'y a que deux orientations possibles. Voilà. Donc ça, comment ça marche la résonance magnétique nucléaire? Là, vous avez vos petits noyaux d'hydrogène, du coup, en l'occurrence, qui ont leur moment orienté dans tous les sens. Ils ne sont pas sous orientation magnétique ou quoi. Ils font leur vie. Et du coup, ils sont suffisamment nombreux. Là, c'est très zoomé, mais c'est sur l'étendue d'un tissu, d'un organe, etc. Et du coup, sur cette étendue, on va considérer que la somme de tous leurs moments magnétiques, elle va valoir zéro. Parce que du coup, ils vont tous dans des directions aléatoires. Du coup, si on fait la somme de tout, normalement, il n'y a pas de moment magnétique. C'est normal, il n'y a pas de champ magnétique. Du coup, ce qu'on va appeler le résultat de tout, de la somme de tous leurs moments, ça va s'appeler l'aimantation macroscopique résultante. Aimantation, macroscopique parce que c'est à l'échelle du tissu, donc quand on prend en compte tous les noyaux, et résultante parce que ça résulte de l'addition de tous. Et là, on applique notre champ B0 dans cette direction-là. C'est important la direction parce que du coup, ceux qui ont un spin euh, de plus un demi, ils vont s'orienter dans le sens de B0. Alors ça, c'est pas sûr. C'est que c'est l'inverse. Bref, il y en a qui vont s'orienter dans le sens de B0, il y en a qui vont s'orienter dans le sens inverse. Et il y en a toujours plus qui s'orientent de façon parallèle. Donc ça, c'est une parallèle, les quatre là. Les trois là, c'est anti-parallèle. Et il y en a toujours plus de parallèles. C'est comme ça, c'est une loi qui a été découverte et c'est hyper pratique. Parce que notre aimantation macroscopique résultante, elle va toujours être dans le sens de B0. Parce que du coup, il y aura toujours plus de noyaux qui vont aller dans le sens de B0 que l'inverse. À quoi ça sert ça? Ben, du coup, on peut visualiser cette aimantation. Là, vous avez du coup, les précessions des noyaux. Vous voyez, c'est autour des cercles, comme ça. Là. C'est pas strictement défini. Hein. Là, je vous ai fait un cône, mais ça peut être ici, il peut tourner ici, il peut tourner très au centre, etc. Juste, il tourne autour de notre axe. Il y a un meilleur schéma après. Euh, du coup,
Ça, c'est bien beau. On a notre champ magnétique, on a nos moments magnétiques qui précessent, mais ça sert à rien. En fait, on a ça, on a une aimantation macroscopique résultante dans le champ, dans le sens du champ, mais on peut rien en faire. Et du coup, on va utiliser une onde de radiofréquence, on va appeler RF, qui a du coup une énergie très faible, c'est de la radiofréquence, et du coup une longueur d'onde très élevée. J'ai pas les ordres de grandeur, c'est de l'ordre du centimètre, je crois. Bon, à vérifier. Et du coup, c'est une onde électromagnétique. Du coup, elle porte un champ magnétique. Son champ électrique, on s'en fout. C'est juste le champ magnétique qui est intéressant parce que ce champ magnétique qu'on va appeler B1, il va être capable de renverser le spin d'un des noyaux. Alors, elle peut marcher que si sa fréquence vaut la fréquence de l'armor des noyaux. Ça veut dire que elle peut marcher, en fait. Donc là, imaginons qu'on a notre champ à 1 Tesla, un champ fixe à 1 Tesla. Elle peut marcher que si sa fréquence est de 42,6 MHz. Sinon, il n'y a pas de résonance. Et c'est ça qu'on va appeler la résonance. La résonance, c'est quand notre onde de radiofréquence, elle va permettre de modifier le spin d'un des noyaux ou de plusieurs noyaux. Euh, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va, cette onde de radiofréquence, comme il y a beaucoup plus de noyaux parallèles, elle va frapper un noyau parallèle. Il y a plus de chances. Du coup, le noyau parallèle qu'elle va frapper, il va devenir antiparallèle. Il va renverser son spin, il va passer de plus 1,5 à moins 1,5, ou l'inverse, je ne sais pas. Et du coup, ça va changer l'aimantation résultante. On avait une aimantation résultante qui était dans le sens de B0, sauf que comme on fait passer en fait plein d'atomes de l'autre côté, et bien, au final, elle va s'annuler. Il ne va plus y avoir d'aimantation macroscopique résultante parce qu'en fait, on a autant, à force, au bout d'un moment, la probabilité pour que ce soit un noyau parallèle qu'on touche, elle va devenir égale à celle que ce soit un antiparallèle. Et du coup, ça va s'équilibrer. Et du coup, on va avoir une aimantation qui va redevenir nulle, comme quand on n'avait pas de champ. Sauf qu'ils sont tous toujours en train de tourner. Si je reprends l'image là, celui-ci là, on le fait passer dans l'autre sens. Non, là, ça ne marche pas parce qu'il n'y en a pas assez. Si on en avait un de plus qui allait vers le haut, et que celui-ci, on le fait passer dans l'autre sens, on a 4 vers le bas, 4 vers le haut, ça vaut zéro. Plus d'aimantation. Et c'est ça qui se passe. C'est quand on applique, quand on envoie notre champ B1, qui est porté du coup par notre radiofréquence, ça va enfin, faire revenir l'aimantation résultante du tissu à zéro. Ou, enfin, ça dépend à combien on met le. Bref, ça on verra après. Et du coup, on va faire ça pendant une fraction de seconde, pendant une durée en tout cas, qu'on a définie au préalable. Et une fois qu'on a fini et qu'on arrête d'envoyer des radiofréquences, ben, peu à peu, en fait, nos noyaux, ils vont un par un se remettre bien, comme c'était au départ. Et du coup, l'aimantation va progressivement revenir à la normale. Elle va du coup revenir dans le sens de B0. Alors qu'elle va les 0, en fait, elle va basculer sur le côté et va remonter. C'est ça qu'il faut s'imaginer. Euh, et du coup, c'est ça qu'on observe, en fait. Ce qu'on observe, c'est pas la précession, c'est pas le champ magnétique, c'est pas la radiofréquence, c'est la relaxation de l'aimantation macroscopique résultante. C'est ce qui se passe après qu'on ait tout fini, en fait. Après qu'on ait envoyé nos radiofréquences, après qu'on a appliqué le champ, etc. Eh bien, on va voir un retour à la normale de l'aimantation. Et c'est ça qu'on va pouvoir étudier. Combien de temps elle va mettre pour revenir à la normale? Donc, première question. Ørsted a découvert qu'un courant électrique produit un champ magnétique. Alors là, on revient sur ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et du coup, bah, effectivement, c'est ça l'expérience. C'est le petit fil électrique, le courant qui passe, la boussole qui s'oriente. Et du coup, effectivement, un courant électrique produit un champ magnétique. De toute façon, électrique et magnétique, c'est très souvent associé. Ah voilà, c'était un Danois, j'ai raison. Du coup, là, vous voyez, il a fabriqué, c'est pas une vraie boussole, en fait. Il a fait son expérience, ça n'aurait pas été pratique. Il a fait une petite aiguille, il a fait passer du courant dans une tige en fer, et vous avez votre boussole qui s'oriente. Là, il ne faut pas vous tromper, elle s'oriente, euh, là, vous voyez, elle est en train de s'orienter dans ce sens-là.
elle est en train de s'orienter perpendiculairement. Elle n'est pas parallèle. Elle est perpendiculaire au courant parce que en fait, les anneaux de champ magnétique vont être comme ça et elle va s'orienter en fonction. C'est un peu bizarre. Et il faut savoir, du coup, retenez ce schéma, il est pas mal. Si vous voulez, vous pouvez même le prendre en photo. Parce que du coup, l'expérience d'AirTED, c'est un truc que les profs aiment beaucoup et qu'ils le mettent souvent. Il faut bien que vous voyez que les flèches, elles vont pas vers le centre, elles l'éloignent du centre. Elles vont se mettre perpendiculaires. C'est bon? On continue. Un champ B0, comme celui, tu sais, dans les appareils IRM, est nocif pour le corps humain, ce qui limite le temps d'examen. Du coup, ça, c'est ce que je vous disais, là, on ne parle que du champ B0, donc il n'est pas nocif. Et en plus, les IRM, c'est très très long. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des IRM, c'est une dizaine de minutes, un peu moins, un peu plus des fois. Ah bah là, ils ont mis carrément 20 minutes. Euh, ouais, 15 20. B0 est généralement obtenu à l'aide d'une bobine supraconductrice. Alors là, techniquement, ça devrait être faux parce que c'est écrit généralement, c'est tout le temps une bobine supraconductrice. Mais c'est vrai, quand même. C'est tout le temps une bobine supraconductrice. On ne fait pas d'IRM avec une bobine normale, sinon on crame. Et du coup, c'est l'inverse de bobine résistive. Si on vous met bobine résistive, euh, etc., bah, c'est des bobines qui chauffent. Donc là, pour le coup, il y a un effet sur le corps. Et en plus, on ne peut pas faire de champ magnétique, parce que ça perd d'énergie. Ensuite, B0 produit un alignement des moments magnétiques des noyaux individuels parallèlement à la direction de B0. Alors là, on vous parle des moments magnétiques des noyaux individuels, pas de l'aimantation macroscopique résultante. Donc c'est faux, il y a des parallèles et des antiparallèles. Ah mince, ouais, c'est même pas sur ça qu'ils vous disent. Attends, ils disent la résultante? Ouais, non, la correction, pas tout à fait ça. Du coup, là, la résultante des noyaux, elle est parallèle. La résultante des noyaux, elle est dans. Par contre, individuellement, il y a des parallèles, il y a des antiparallèles. Et en plus, ils ne sont pas tout à fait parallèles. En fait. Individuellement, ils ne sont pas parallèles. En fait, ils vont tourner tous avec une certaine inclinaison. C'est juste qu'en les additionnant tous, on obtient un truc parallèle. Là, vous voyez, on dit environ 55 degrés. C'est pas savoir. Et enfin, B0 produit un alignement de l'aimantation macroscopique résultant parallèlement et dans le même sens que B0. Ah, en fait, non, mais quand on vous a dit parallèlement dans cette question, on ne parlait pas parallèle anti-parallèle. C'est que là, on parle juste parallèlement en termes de direction. Donc, bref. Parallèlement et dans le même sens, mais du coup, là, c'est vrai. C'est parce qu'on a plus de noyaux parallèles qu'antiparallèles. Et là, vous voyez, vous avez un meilleur schéma que celui que j'ai fait. Euh, avec, du coup, là, on a l'aimantation, enfin, le moment de chaque noyau et l'aimantation macroscopique résultante. M0 en vert et le champ des zéros en vert. On va faire un meilleur schéma. Du coup, là, vous voyez, vous avez la correction. Encore. On peut passer. Ah, non. Ah oui, non, on va finir par faire une question. Seul. Ah non, bon, moi, je ne ferai pas comme ça. Si vous avez des questions sur celui-ci, posez-les maintenant. Parce que sinon, après, il faudra revenir, ce sera un peu. Ouais. Ouais. Donc là, c'est avec les moments magnétiques des noyaux individuels. Donc en fait, individuellement, ils vont pas être tout droits, en fait. Individuellement, ils vont avoir cette forme. En fait, les deux, on peut le dire avec ça. Individuellement, c'est des petites flèches là. Ils sont pas du tout pareils au champ, en fait. C'est juste que comme ils tournent tous autour, quand on les additionne, en fait, quand on fait la moyenne, on obtient un truc qui est parallèle. Et le dernier, le E, du coup, l'aimantation macroscopique résultante, c'est la somme de tous les moments. Et du coup, en fait, quand on fait la somme de tout ceci et de tout cela, ben, on obtient un truc qui est au centre. Parce qu'il y a tellement de noyaux que, au final, la probabilité, enfin, il y en a tellement que toutes les valeurs autour du cercle, elles vont s'annuler et en fait, ça va faire un truc au centre. Globalement, c'est l'aimantation macroscopique résultante, ben, c'est toujours au centre. Ouais. Du coup, par rapport à la méthodologie, les zéros, est-ce que dans l'organisme, il me semble que c'est un bois,
B0, oui, c'est un truc qui existe avec un champ. Ah oui, c'est que là, on parle de champ magnétique statique intense. Quand c'est champ magnétique statique intense, normalement, pour que ce soit statique déjà, ça veut dire qu'il faut qu'il soit sous forme de bobine. Et intense, pour faire un champ magnétique intense, a priori, quand même, la meilleure manière, c'est une bobine supraconductive. Après, effectivement, B0, on a tout le temps, en fait. Tout ce qui est magnétique, on a un champ B, on peut appeler B0 si on a envie. C'est juste que là, notre B0, là, on va parler du coup du B0 de l'IRM. Mais oui, effectivement, c'est pour ça que c'est écrit généralement. On passe à la suite? On passe à la suite. Euh, Seuls les noyaux ayant un numéro atomique impair sont concernés. Du coup, là, ça dépend. C'est numéro atomique impair, OK, mais il y a aussi quand même nombre de masses paires, impair. Et du coup, ben, on a ceux qui ont un numéro atomique impair, mais aussi ceux qui ont un nombre de masses impair. Les deux. Dès que vous avez un truc impair, sauf qu'en fait, numéro atomique impair, si le nombre de masses est pair, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nombre de masses impair, peu importe le numéro atomique. C'est que là, en fait, on a trop de possibilités d'orientation et du coup, ça nous ennuie. Placés dans un champ magnétique statique intense B0, les vecteurs monomagnétiques des noyaux d'hydrogène s'orientent dans la même direction et le même sens que B0. Alors là, c'est l'aimantation macroscopique résultante, encore une fois. Euh, Quoi? Ah oui, non, c'est même pas ça en plus. C'est que bon, là, non seulement c'est les vecteurs monomagnétiques des noyaux, donc ils sont pas orientés dans la même direction, le même sens, puisqu'ils sont un petit peu penchés. Et en plus, ben, il y a des parallèles et des antiparallèles, donc c'est pas tous le même sens. Là, vous avez deux infos. Je pense que la plus importante, c'est quand même que c'est toujours dans le même sens et qu'il faut mettre parallèle et antiparallèle. Est-ce qu'on vous dit, enfin, lui, moi, de lui, je sais pas. Bref, la fréquence de précession, dite fréquence de Larmor, est une caractéristique intrinsèque d'un noyau indépendamment du champ magnétique appliqué. Bah, ça, il n'y a pas grand-chose à dire, oui, c'est vrai. C'est pas. Oh, mince, diable. Oui, du coup, en fait, non. Oui, ah, mais non, je suis bête, c'est fréquence. Oui, non, c'est fréquence de Larmor. Non, moi, j'étais sur le rapport gyromagnétique. Le rapport gyromagnétique, oui, c'est celui du noyau. Après, H, c'est la constante de Planck, encore elle. Ça paraît, cette formule, vous n'avez pas la prendre. 2pi, c'est parce qu'on fait des tours. Du coup, c'est le ring du cercle. Si on parle en radian, 2pi, c'est le tour entier du cercle. Et enfin, B0, le champ magnétique. Donc, effectivement, euh, oh, ah oui, là, on vous met H nu. H nu, ça ne nous intéresse pas, c'est juste nu. On barre ce H là, on barre celui-ci, c'est pour ça qu'on a gamma sur 2pi, pas B0. Euh, ouais. Donc, en tout cas, toutes les formules, vous les avez. Du coup, ce qui dépend du champ, c'est la fréquence de l'armor. Parce que du coup, si vous mettez un champ de 2 Tesla, vous avez une fréquence de l'armor de 85,2. Et oui, 42, c'est ça. Et par contre, le rapport gyromagnétique, gamma, il dépend que du noyau. La résonance est produite au moyen d'une onde électromagnétique dont la fréquence est égale à la fréquence de précession de l'aimantation résultante appelée M0. Euh, Là, j'aurais dit faux parce que c'est. Voilà. L'aimantation résultante, elle ne précesse pas. Elle est fixe. Les noyaux, ils précessent, mais quand on fait la somme de tous leurs moments magnétiques, on a la barre au centre et la barre au centre ne bouge pas. Les noyaux, oui. Les noyaux, ils sont en précession à la fréquence de l'armor. Ça, c'est vrai. Par contre, M0 ne bouge pas. M0, il est tout le temps au milieu, il est fixe. Enfin, il est fixe, sauf quand on applique la radiofréquence et qu'on fait du. Mais il ne va pas tourner, il ne va jamais tourner. Il va basculer, mais il ne va pas tourner. La résonance est produite au moins d'une électron fréquence. Ben voilà ça, c'est les moments magnétiques. C'est qu'individuellement, il tourne, mais, mais l'aimantation résultante ne tourne pas.
La résonance produit l'apparition d'une aimantation transversale orthogonale à B0. Alors ça, on n'a pas parlé dans le cours, mais c'est ça, en fait. C'est qu'on a notre aimantation qui était dans ce sens-là. On fait sous résonance, en fait, par résonance. On peut la basculer. En fait, c'est nous qui on décide, enfin nous, les manipulateurs IRM, décident à combien de degrés on l'oriente, par contre. On peut l'orienter à 90 ou à 180. Souvent, c'est ça qu'on vous dit. Des fois, c'est des valeurs un peu plus compliquées, etc. Bref. Du coup, c'est ça. Alors là, vous avez un schéma d'orientation macroscopique. Là, vous aviez votre M0 qui était comme ça. On l'a fait basculer à 90 ici. On va faire basculer à 180 ici. Pas plus 180, ça sert à rien. Et on peut faire tout le panel qu'il y a entre. Et du coup, là, vous voyez, on va descendre à 90 et on va mesurer le temps où elle va remonter tout en tournant. Et du coup, là, pour le coup, elle va faire de la précession. Donc, elle est partie. Bref, ça, on verra plus en détail après. Ça va? Ouais. Les mouvements magnétiques, c'est ce qu'il y a c'est penché autour de l'axe. Les moments magnétiques, les moments magnétiques, c'est les noyaux. Quand on te dit moment magnétique, c'est le noyau, les noyaux, donc c'est ceux qui sont penchés avec le temps. Quand on te dit aimantation, aimantation résultante, aimantation macroscopique résultante, aimantation macroscopique, c'est toujours M0. M0 qui est central. Ouais, pardon. En gros, au tableau, il y a des vecteurs sur Ouais. Non, ça change rien, c'est juste que c'est compliqué de mettre des vecteurs sur un Google Docs. On a fait ça assez rapidement de mettre les QCL, principalement en copier-coller à partir de la diapo. Du coup, c'est normal. Dans le QCM, il y aura toujours les vecteurs. Les profs, ils sont méticuleux, ils vous mettront les vecteurs à chaque fois. Et si vous les mettez pas, c'est pas grave. C'est vraiment ça, ça ne change rien. Ça, si, il y a un truc qui change quand même. B0 avec une flèche, c'est la direction du champ, c'est le champ, le sens du champ. B0 sans flèche, c'est la valeur du champ. Ça, c'est. Et techniquement, avec M0, on vous le fera sans doute aussi. La valeur de M0 sans flèche. Bon, quand il y a une flèche, c'est un vecteur, c'est un champ, c'est une aimantation, c'est un vecteur, dans tous les cas. Quand il n'y a pas de flèche, c'est une valeur. C'est une valeur numérique. Normalement, ça, ils font gaffe, de ne pas confondre les deux. Il n'y a pas de piège là-dessus. Attends, c'est bon? La fréquence de l'arme. Oh, pardon. Les noyaux d'hydrogène 1 sont placés dans un champ magnétique B0 égale 1,5 Tesla. Vous voyez, il n'y a pas de vecteur, puisque là, on donne la valeur. Sont mises en résonance par une onde radiofréquence de champ magnétique B1. On s'en fout. Une bascule de l'aimantation de 45 degrés est obtenue pour une impulsion d'une durée de euh, 10 microsecondes. Une fois 10 puissance 5 secondes. Du coup, là, ce qui est important, c'est le 1,5 Tesla et le 1 fois 10 puissance 5 secondes. Donc, premièrement, la fréquence de l'Armor des spins des noyaux d'hydrogène. Là, on a un noyau, c'est bon. Fréquence de l'Armor. Donc, la fréquence de l'Armor, c'est 1,5 fois 42,6. Enfin, la valeur du champ fois 42,6. Là, c'est 1,5 fois 42,6. Le calcul est long. Donc, le voici. 42,6 fois 1,5, c'est 63,9. Alors, comment vous devez faire le calcul le jour de l'examen sans calculatrice? Eh bien, normalement, vous avez des valeurs un peu plus simples. Vous avez 2 ou 3. 1,5, c'est une annale, vous voyez, c'est 2020-2021. C'est vieux. C'est quand ils étaient encore méchants. Maintenant, ça va. Sinon, bon, au pire, vous divisez ça par 2, vous le rajoutez. Vous savez faire. Du coup, là, effectivement, c'est vrai. On, on a multiplié, on obtient bien la valeur. La fréquence de l'onde radiofréquence utilisée est égale à 42,6 MHz. Donc, l'onde radiofréquence, elle est à la fréquence de l'armor. Donc, automatiquement, c'était l'onde de. Oui, ouais, attendez. Donc là, les deux valeurs, c'est les mêmes. Parce que si on envoie des ondes radiofréquences à 42,6 MHz, il ne va rien se passer. Il ne va pas y avoir de résonance, donc il ne va pas y avoir d'IRM. Donc, votre image va être toute noire. Ça s'avère. À l'arrêt de l'impulsion de 1 fois 10 puissance moins 5, la composante longitudinale de l'aimantation est égale à la composante transversale. Alors ça, je n'ai pas parlé.
je vais revenir sur le petit schéma. Composante longitudinale. Longitudinale, ça va être. Je crois qu'on le fait après. Non, on va le faire après. Bon, du coup, euh, ça, on passe. C'est qu'il y a les formules. Ouais, MZ et ouais, non, c'est quand même mieux si je vous le fais maintenant, hein. Sinon, vous n'avez pas compris. Du coup, MZ. Là, on a M, le point M, et ici, là. C'est lui, il représente il y a le vecteur, machin. On le fait basculer. Là, on l'avait fait basculer à 45 degrés. Quoi, à 45 degrés, MZ, donc MZ, c'est la hauteur, la composante longitudinale. Et MX, donc là, là, du coup, ça fait comme ça, du coup, ils sont égaux. Voilà, c'est juste ça. Pas besoin, en vrai, d'avoir le schéma dans la tête, parce qu'on vous donne les formules. Il faut juste savoir que l'aimantation longitudinale, c'est MZ, et transversale, c'est MX. Composante, pardon, composante longitudinale de l'aimantation et composante transversale. Et du coup, là, on a M0 cos de phi, M0 sin de phi, cosinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Pareil pour sinus de phi, enfin pour sinus de 45 degrés. Bref, là, ça vaut quand même le coup de se représenter le truc et de se dire c'est bon, ils sont égaux, plutôt que de se retrouver à calculer des cosinus et sinus. Surtout qu'il faut rechercher la formule et tout. Bref. En tout cas, là, on est dans une situation où on est à 45 degrés, donc à 45 degrés. Composante longitudinale, ça veut dire la hauteur. Composante transversale, c'est-à-dire la longueur. C'est pas très logique comme ça. Ce sera plus logique après. Ouais. C'est lequel, C'est ça qui est pas logique. Longitudinal, c'est le Z. Transversal, c'est le X. Vous allez voir après. Là, on a tendance à se dire l'inverse. On a à dire X, ça fait plus longitude, et Z plutôt transversal. Mais on verra après, parce qu'en fait, là, on parle pas d'abscisse et de côte, d'ordonnée, etc. Là, on parle en fait du mouvement de M0. Mais on va voir ça juste après. Ça va? Si. Ouais. À l'arrêt d'une impulsion de 2 fois 10 puissance moins 5, il ne faut pas se faire avoir là. La composante longitudinale de l'aimantation est nulle. Donc, quand on fait 2 fois, c'est proportionnel, hein, on ne va pas vous piéger là-dessus. Si on a le double de temps, alors on a le double d'angle. Donc là, on est sur un angle à 90 degrés. Donc là, notre aimantation, elle est complètement sur le côté. Du coup, la composante longitudinale, c'est Z. S'il faut faire l'effort, c'est Z, la composante longitudinale, elle est nulle. Mais du coup, c'est vrai. MZ égale 0. Là, on vous redonne les formules parce qu'on a vraiment envie que vous les sachiez, même si ça ne sert à rien, parce qu'elles sont dans le poly. N'apprenez pas les formules de Hermé. Et du coup, là, on a cos de 90 degrés qui vaut 0, donc ça vaut 0. Et ça, sin vaut 1, donc ça vaut 0. Ça va? C'est que là, bon, si je vous remets le schéma, c'est que là, du coup, on est précisément dans cette situation. On a z qui vaut 0, z sur cet axe-là, 0. Et x qui vaut M0. Pourquoi? Parce qu'on on a juste basculé Imaginez que ça fait 3 cm. Ça fait toujours 3 cm. On n'est pas en centimètres. Oui, parce que la durée, ça dépend. Elle sert que pour les items où on te double la durée, etc. Concrètement, la durée, dans les QCM, tu fais pas de calcul avec la durée. C'est juste que bah, c'est utile après, en pratique. Ils paramètrent la durée, comme ça, ils savent l'ordre qu'ils ont. Mais en vrai, vous, là, à part du coup les QCM où on va vous doubler la durée, la diviser par 2, etc., et vous devez trouver un angle, ce qui vous intéresse, c'est que l'angle. Et enfin, à l'arrêt d'une impulsion de 2 fois 10 puissance moins 5 secondes, la composante transversale de l'aimantation est nulle. Composante transversale, c'est x. Du coup, x, il est maximal. Du coup, x égale m0. Vous reprenez les formules, sinon. Hop. Formule mx égale à m0 fois ci de pi. M0, bah, c'est la valeur de l'aimantation. On va jamais vous la donner, on va jamais vous la demander de calculer en vrai. Mais du coup, sin de phi, c'est 1. Du coup, on a mx égale m0. Elle est maximale, ça veut dire. Parce que m0, c'est la valeur maximale qu'avait
qu'avait l'aimantation au tout début. Bref, ça va ça, cette thème. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Mais vous inquiétez pas, toutes ces notions elles vont être réexpliquées dans le cours que vous allez avoir après sur le terrain et sur le TD. Où justement, composante longitudinale et composante transversale, ça devient très important. Ouais. Du coup, la E est fausse, ouais, je sais pas, il y a un problème d'affichage. La E est fausse. Euh, on modifiera le diapo après. Je peux pas le faire maintenant, je crois, parce que je suis enregistré. Bref. Du coup, oui, la E est fausse. Il y a un problème de. Là, vous voyez, c'est classé des. Faites confiance à ça, faites pas confiance. On allait un peu vite. Oui. Non? Pas de question, pardon. Ça va? Ça va. Ah, bon, bah. Est-ce que vous avez des questions sur toute la partie résonance magnétique nucléaire? Depuis qu'on a fini les champs magnétiques jusqu'à maintenant, sur les trois derniers QCM. Ouais. Parce que ce qu'on étudie, c'est le retour vers l'aimantation de base. Ce qu'on étudie, c'est comment d'un truc, comment d'une situation euh, où l'aimantation est basculée, le temps qu'elle va mettre et le comportement qu'elle va prendre pour revenir à une aimantation de base. Donc, on a besoin de ce champ magnétique de base pour qu'elle revienne au même stade qu'à la base. Parce que si on n'a pas de champ magnétique à la base, il n'y a pas de norme. Du coup, ça peut se remettre n'importe comment, on ne peut pas l'étudier. Alors que là, comme ça va revenir toujours au même endroit, ben on peut en déduire des trucs. La façon, non. Ça va? Bon, là, on poursuit. Et là, c'est là, à partir de là, vous ne l'avez pas vu. Enfin, normalement, vous ne l'avez pas vu. Peut-être que vous êtes avancé, et c'est tant mieux. Mais voilà, c'est le cours que vous devez avoir la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas regardé. Vendredi? Ok. Du coup, là, ça vous fera un petit point. Dites-vous que vous avez encore un cours pour le comprendre. Mais c'est pas trop compliqué. Normalement, ça devrait aller. Et c'est surtout sur ça qu'on va vous interroger. C'est là, à partir de maintenant, qu'il faut suivre. Donc, quand on modifie notre aimantation macroscopique résultante, on va observer une bascule de l'aimantation d'un angle phi. Ça, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice d'avant, qui va ensuite revenir vers B0. C'est ce qu'on appelle la relaxation. La relaxation, c'est ce qu'on étudie, c'est ce dont on a besoin, c'est le plus important en IRM. Et du coup, on va un peu la décomposer en deux euh, composantes. La composante longitudinale, qui correspond en fait au Z, et la composante transversale, qui correspond au X. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça représente euh, pas la longitude concrètement, mais ça va être un indice sur la longitude de M0. On s'en fout. Il faut juste retenir ce changement de longitudinal, c'est MZ, et transversal, c'est MX. Vous allez voir pourquoi après. Il y a d'autres noms, on va le voir juste après. Donc, voilà. Là, vous avez votre angle de bascule phi. Là, on est à 90, c'est pratique, mais on peut vous donner à 45, à 180. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est les formules. Enfin, la valeur de phi dans les formules. Là, vous avez MZ qui vaut 0. Z est à 0, donc ça vaut 0. Et MX qui a son maximum, parce que X est à son maximum. Ouais, là, on vous met que le récepteur est son max X. Et ici, MZ égale M0, MX égale 0. Parce que MX, bah, il faut. Euh, J'ai de me rappeler pourquoi on dit transversal. Ouais, en fait, on dit transversal parce que ça va être le retour. Quand on diminue MX, on va faire notre spirale autour. On va revenir en fait vers l'axe transversal. Et longitudinal, parce qu'en fait, quand on fait ça, on va revenir vers la longitude de 0 qu'on avait à la base. Donc, bon, vous embêtez pas trop. Là, vous voyez, je vais dessiner une super vidéo dessus. On part d'ici, et en fait, non, on part d'ici, et on retourne vers l'intérieur de ce qui Là, ça, c'est des cours de GeoGebra
Et du coup, ça va être le T1 et le T2. Je ne vous ai pas écrit ce que c'est un peu bête de ma part. Euh, les diapos ne sont pas dans le bon ordre, je vous la remettrai après. Donc, on mesure les deux temps de relaxation. Le temps de relaxation longitudinal, T1. Longitudinal, donc c'est euh, comment ça va revenir, comment le Z va revenir en fait. Et du coup, la longitude va diminuer, peu importe. Comment le Z revient de 0, qui passait de 0 dans notre cas à sa valeur maximale. Et du coup, là, vous avez pour une impulsion d'angle phi, mz égale à m0 fois 1 moins 1 moins cos de phi fois t moins t d par t1. Donc ça, c'est compliqué. Ça, vous l'avez. Cette formule, vous l'avez. Et en plus, c'est un truc qu'on vous demandera jamais. On va jamais vous dire, en fait, à tel temps, calculez-moi le MZ. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça avant, en tout cas, si vous l'avez, pas de chance. Mais la formule vous est donnée. La formule vous est donnée. Vous devez connaître, vous pouvez connaître techniquement, si vous avez la durée et l'angle, vous pouvez refaire ça, vous avez la formule. C'est pas capital. Ce qui est capital, c'est de savoir que c'est aussi appelé spin réseau. Pourquoi spin réseau? Parce qu'en fait, ça dépend de l'interaction entre le spin du noyau avec le tissu. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Recherchez sur Internet, il expliquera mieux que moi pourquoi on dit spin réseau. Mais du coup, le T1, temps de relation longitudinale, donc ça correspond à MZ, et ça, on appelle ça aussi le spin réseau. T2, temps de relaxation transversale. Et là, pareil, transversale, c'est X. Donc c'est MX, mais là, on appelle MX prime. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est le temps spin-spin, parce que ça dépend des autres spins adjacents. C'est qu'en fait, tous nos noyaux, quand on va les ramener, ils vont pas tous être synchronisés. En fait, à la base, quand c'était à temps zéro, on laissait le champ magnétique, tous les spins, ils étaient en phase, ils étaient synchronisés. Et là, parce que la phase, c'est pas pareil de la fréquence. Ils ont tous la même fréquence, ils ont tous la fréquence de leur mort. Par contre, ils sont tous pas, quoi, ils sont pas tous partis en même temps. Et du coup, comme ils partent pas tous en même temps, ils sont pas synchronisés. Et du coup, le temps de relaxation spin-spin, on va étudier en fait combien de temps ils vont mettre pour se remettre tous en phase. En fait. Comment les spins vont interagir entre eux. Ça va? Ça, c'est parce que le TX, ça correspond au retour comme ça. Bref, peu importe. Et là, vous avez vu, la formule est quand même un petit peu plus simple. Alors, je ne sais pas si vous avez l'option, enfin, l'enseignement spécialité physique au lycée. Ça ressemble un petit peu aux équations pour les condensateurs. Bon, peu importe. Je m'égare. Et du coup, là, vous avez juste M0 fois sin de phi exponentielle de moins t sur T2. Là, c'est quand même plus simple. Vous allez voir pourquoi, à cause des courbes, pourquoi celle-là, c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est simple. C'est moi qui ai fait les courbes sur GeoGebra juste avant. Et du coup, pour celle-ci, bah, c'est plus facile à paramétrer que celle-là. Bref, peu importe. Après une impulsion, ça, c'est important. Et si vous avez fait les condensateurs en physique en terminale, vous pouvez déjà avoir les valeurs. Il faut se rappeler qu'après une impulsion de 90 degrés, lorsque T égale T2, ah, j'ai fait dans le mauvais sens, mx égale 0,37 m0. Vous allez voir le profil des courbes après, mais la valeur à retenir, c'est T2. À T2, on a mx qui vaut 0,37 m0. Et à T1, mz qui vaut 0,63 m0. Donc les deux, ça s'additionne, ça fait 1. Et du coup, là, quand on regarde les courbes, voilà. Courbe de T1, courbe de T2. Vous voyez, votre courbe de T1, c'est une courbe qui a un profil un peu logarithmique, qui va partir et ensuite qui va stagner comme ça. Donc là, ça va être en MZ maximal. Et à 63% ou 0,63 de l'aimantation, enfin de la composante longitudinale totale, on va atteindre le T1. Et du coup, là, on a la courbe comme ça. Et la courbe de T2, pour notre composante transversale, ça va être la descente. Et du coup, la descente en soi, ben, quand on monte, c'est 63, et quand on descend, c'est 37. C'est logique, c'est inversé en fait. Et vous voyez, là, le profil de courbe, et c'est une symétrie. Et du coup, voilà. 37%, c'est le T2. C'est des calculs qui peuvent
qui peuvent tomber. Et ça, pour le coup, on ne donnera pas les formules. 0,37 et 0,63. Ça dépend de comment votre courbe est. N'hésitez pas à vous redessiner une courbe de T1, une courbe de T2 et vous dire, ben, c'est à quoi que j'ai le temps le plus haut. Parce que là, vous voyez, si on prenait 37, on avait un temps très bas. Et si on prenait 63, on avait un temps très bas. C'est à lequel des deux, il faut dire 37, 63, et lequel des deux me donne le temps le plus haut. Bref. Et là, ce qui nous intéresse, on passe enfin sur comment on fait une IRM. Et ben, l'IRM, c'est qu'on regarde ce T1 et on regarde ce T2, on voit combien de temps chaque composante prend à revenir à la normale, et on compare en fait tout le champ en même temps, tout ce qu'on regarde en même temps, on le compare. Donc si on fait un IRM cérébral par exemple, une IRM d'ailleurs, bah, du coup on regarde toutes les zones du cerveau en même temps. Et du coup on a les trois paramètres qu'on peut ajuster, qu'on peut calculer. En fait, on va en choisir un quand on fait notre image, ça va être la densité de protons, le T1, le T2. T1, c'est le contraste anatomique, c'est-à-dire que ça ressemble à ça en anatomie. Et du coup, plus le terrain est court, plus le tissu est clair. Et donc là, par exemple, si on reprend cette courbe, quand on a un terrain plus court, c'est-à-dire qu'on est là, par exemple, tac, comme ça, là, si vous suivez mon doigt, hein, mais du coup, c'est compliqué parce qu'on enregistre, mais bon, voilà. Si vous avez un terrain plus court, donc vous avez votre courbe qui va monter plus rapidement plus haut, du coup, votre terrain il va se situer plus là, alors le tissu est plus blanc, il est plus clair. À l'inverse, si vous avez un terrain plus long, c'est-à-dire qu'elle va mettre moins longtemps à être à son maximum, et du coup, bah, le tissu va être plus sombre. Et, et inversement pour le T2, plus vous avez un T2 qui est court, donc plus ça descend vite, c'est toujours plus ça descend vite, hein. Là, c'est plus ça monte vite, ça fait un T1 long, et plus ça descend vite, ça fait un T2 court. C'est toujours, on veut toujours aller le plus vite possible, plus ça va vite, plus c'est clair. C'est juste que quand ça va vite, eh ben, le T1 est court. Eh non, j'ai tout raté. Non, 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 j'ai tout raté. Plus le T2 est long, plus c'est clair, c'est l'inverse. Non, on va revenir sur le point. Euh, c'est ça, pour oublier ce que j'ai dit. C'est plus le T1 est court, plus le tissu est clair, plus le T2 est long, plus le tissu est clair. Ça sert à quoi? Ben, en fait, le T1 et le T2 d'un tissu, quand on le compare à un autre tissu, ça va être en fait les mêmes comparaisons. C'est-à-dire que si le T1 d'un tissu est plus court que le T1 d'un autre, alors son T2 est aussi plus court. Donc ça veut dire, imaginons, on a un tissu avec un T1 très court et un T2 très court, ben, il va être très blanc quand on va l'observer en T1, mais il va être très sombre quand on l'observe en T2. Et du coup, comme ça, on peut s'en servir pour observer des trucs qui sont pas forcément clairs dans l'un dans l'autre. Et du coup, souvent, eh ben, on inverse quand on passe de T1 à T2. Tout ça, ça nous permet ben, de pouvoir voir tout clair selon ce qu'on a envie de voir. C'est pas très clair, hein. Je m'exprime pas très bien. Vous allez mieux voir, vous allez voir ça après. Donc oui, en T2, le contraste est inversé. Quand on vous donne une image en T2, vous allez voir bah, l'eau, enfin, ce qui est autour du cerveau, ça va beaucoup briller, parce qu'on vous donne souvent des IRM cérébraux, et au centre, ça va être un peu plus sombre. Je ne sais pas si on a des images en IRM, je pense qu'on va en avoir là. Du coup, voilà, ça c'est ce que je vous dis. Quand on a de l'eau, T1 égale T2. Pour les autres tissus, tous les autres, T1 est supérieur à T2. Du coup, pour deux tissus A et B, si le T1A est supérieur au T1B, alors le T2A est supérieur au T2B. Ça, c'est hyper important. On vous demande souvent de faire des comparaisons avec ça. Si T1A est supérieur à T1B, alors T2A est supérieur à T2B. Et du coup, en T1, le tissu A, qui a un T1 plus long, il apparaît plus foncé. Mais en T2, il a toujours un T2 plus long, sauf qu'on inverse. Et du coup, le contraste, c'est pas le même. Et du coup, le tissu A est plus clair en T2. Et c'est à ça que ça sert en fait de varier entre T1 et T2. Et la densité de protons, c'est plus il y a d'eau, plus c'est clair. La densité de protons, c'est un peu particulier. Euh, c'est moins utilisé que T1 et T2. Mais du coup, c'est en fonction de la concentration en eau. Où vous avez des tableaux en fait en IRM avec T1, T2, concentration en eau. Et avec ça, vous pouvez du coup savoir quel tissu est le plus blanc sans avoir l'image. Il y aura des exemples après. C'est parti. Vous avez un problème avec le point court? Peut-être. Ah, on commence. Alors,
Donc là, du coup, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, on ne l'avait pas encore fait. Du coup, voilà, c'est à ça que ressemble la majorité des QCM. Il y en a d'autres après, mais voilà. Donc 0,1 seconde après une impulsion radiofréquence de 90 degrés, l'aimantation transversale du CEA est de 37%. Donc ça, c'est important, de M0. Aimantation transversale, c'est le T2. Et celle du tissu B est de 20%. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'on a, j'ai fait un schéma. Il s'agit- donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a notre T2A qui est plus long que notre T2B. Du coup, le tissu A est plus clair. J'ai déjà répondu à une image, non? Enfin, un item. On verra après. Il s'agit d'une image pondérée en T2. Où là, on parle d'aimantation transversale. Aimantation transversale, c'est MX. MX, c'est T2. Donc, c'est vrai. Le tissu A sera plus intense que le tissu B sur une image pondérée en T1. Alors là, les items ne vont pas dans l'ordre. Mais du coup, on a dit quoi? On a dit que le T2A était plus long que le T2 de B. Du coup, le T1 de A est plus long que le T1 de B. Ça va? Ça fonctionne, en fait, c'est toujours comme ça. Sauf que comme c'est inversé, un T1 plus long, ça veut dire une image moins claire. Du coup, le tissu A sera plus intense que le tissu B. Intense, clair, c'est pareil. Intense, ça veut dire blanc. Du coup, le tissu B va être plus intense. Et vous avez une petite justification. On a un T2A de 0,1 seconde. Je vous donne là, parce que c'était à 37% à 0,1 seconde. Et un T2B inférieur. T2B est à 20%, il est déjà plus bas. T2A supérieur à T2B, donc T1A supérieur à T1B. Donc le tissu B est plus intense en imagerie T1, car son terrain est plus court. Ça va? On continue. Le T2 de B est supérieur à 0,1 seconde. Vous avez vu, il est déjà plus bas. Donc non. Ah, voilà, là. Vous avez la courbe de T2 du tissu A, la courbe de T2 du tissu B. Et là, vous voyez que au même moment, votre A, il est à 37%, votre B, il est à 20%. Du coup, forcément, le 37% pour le B, il était à ce niveau-là. Donc, il est plus court, son T2. T2A supérieur à T2B, ben ça, du coup, c'est ce qu'on disait avant. C'est vrai. Et enfin, le tissu A sera plus intense que le tissu B sur une image pondérée en T2. C'est ce que vous avez dit au tout début. Un T2 plus élevé, donc qui met plus de temps à revenir à la normale, c'est plus clair. Du coup, effectivement, le tissu A sera plus intense que le tissu B. Plus le T2 est lourd. Donc là, il faut retenir que T2 et T1, c'est inversé, globalement. Voilà, ça, enfin, les deux derniers QCM, là, celui d'avant et celui-ci, je ne sais pas d'ailleurs combien il en reste, je crois qu'il en reste un après. Quoi? Ces derniers? Là, je suis en avance. Du coup, ça va être la majorité des QCM que vous avez en IRM. C'est des trucs qui vont ressembler à ça, avec souvent un T2 en plus, quand même. Ceci est assez simple. Vous avez du coup des tissus, là, en l'occurrence, substance grise, substance blanche, des concentrations en eau et des pH. Là, on regarde, on ne lit même pas l'énoncé, en fait, on n'a pas besoin. Donc, on voit que déjà, la concentration en eau est 0,84 de substance grise, donc elle sera plus intense en densité de protons. Densité de protons, ça dépend de la concentration en eau. Plus elle est élevée, plus c'est intense. Et dans le cas du T1, on a 920 pour la substance grise et 550 pour la substance blanche. C'est-à-dire que la substance blanche a un T1 plus court, donc la substance blanche sera plus blanche que la substance grise en T1. En T2, ce sera l'inverse. Du coup, on peut commencer avec QCM. Bon, on peut lire quand même. Bon, il nous parle du tableau. Euh, En densité de protons, la substance grise apparaît plus blanche que la substance blanche. Là, on regarde, la concentration est plus élevée, donc c'est vrai. En pondération T1, la substance grise apparaît plus blanche que la substance blanche. Donc là, pondération T1, c'est plus le terrain est court, plus le tissu est blanc. Donc c'est l'inverse.
la substance blanche est plus blanche que la substance grise en T1. Vous n'avez pas à retenir ça par cœur, hein, dans le cas, on aura le tableau à chaque fois, que la substance blanche est plus blanche en T1. Il me semble qu'il y a des IRM à la fin, des images. Voilà, on remarque que le temps de relaxation de SG de la substance grise est plus long en T1, donc plus sombre. Donc la substance blanche est plus claire. En pondération T2, la substance grise apparaît plus blanche que la substance blanche. Alors là, on n'a pas besoin des valeurs de T2, en fait. On sait que forcément, du coup, la substance blanche, elle va avoir un T2 plus faible que la substance grise. Et comme en T2, c'est inversé, il faut le T2 le plus long pour être le plus clair, et bien du coup, ce sera vrai. La substance grise est plus blanche que la substance blanche en T2. Voilà. Le T2 de la substance grise sera supérieur au T2 de la substance blanche. Et du coup, là, en fait, ils font les systèmes dans le mauvais ordre, c'est un peu bizarre. Mais du coup, effectivement, enfin, du coup, là, vu qu'on a un T1 supérieur, ben, on a un T2 supérieur. Ça, c'est logique. Ah, voilà. Du coup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et là, vous voyez, vous avez des images. Une image en T1, on a l'eau qui est très foncée. Ici, là, c'est l'eau. C'est les canaux, des ventricules. Vous avez votre substance grise, non, votre substance blanche, qui est très blanche. Vos substances grises, qui est un peu grise. Et là, vous échangez, passez en T2. Et là, T2, vous avez les bords de la substance qui est la substance grise, qui est plus claire. Et l'eau, je crois, qui est plus claire. Bon, bref, ça, peu importe. Et vous n'avez pas d'image en densité de protons. Ça ne sert pas à grand-chose, la densité de protons, ça compte. L'os cortical apparaît en blanc. Et ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Que ce soit en T1, que ce soit en T2, que ce soit en densité de protons, l'os cortical est toujours noir. Le prof va peut-être vous dire brille par son absence. Ça en avait perturbé quelques-uns l'année dernière, parce qu'il dit brille par son absence. Alors, il faudrait plutôt dire ne brille pas par sa présence, parce qu'il ne brille pas. Ça, vous oubliez, brille par son absence. Il n'apparaît pas à l'IRS, du tout noir. Là, vous voyez, on a la peau du crâne qui est très blanche. La peau, voici ça. Et le crâne, l'os, qui est tout noir. Cercle noir tout autour du cerveau. L'os n'apparaît pas en IRM. On n'utilise pas d'IRM pour scanner les os. Ça marche pas. On peut scanner la graisse à l'intérieur des os, la moelle, etc. Mais on ne peut pas scanner l'os. C'est pour ça que vous ne faites pas d'IRM du fémur. Je sais pas. Bref, donc là, vous avez le résumé. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur toute la partie relaxation? Ouais. Ben, l'os, en fait, c'est que sa particularité, c'est qu'il a peu d'eau, il n'y a pas beaucoup de protons. Et du coup, ça fait qu'il a un. Ouais, c'est vrai, ça. On le voit pas. Je sais pas. Je pense qu'il doit juste pas avoir beaucoup de protons. Du coup, ben, il n'y a pas d'aimantation. Et du coup, ben, voilà. Du coup, on peut pas le voir. Je sais pas. Ouais, ça dépend. Plus on a d'eau, plus c'est sombre. Ça dépend de comment tu es. Si tu es en densité de protons, c'est l'inverse. Plus on a d'eau, plus c'est clair. Plus on a d'eau, plus c'est clair en densité de protons. En T1 et en T2, ça dépend. Ça va dépendre de ce que tu as à côté, en fait. Parce que la clarté en IRM, ça dépend pas. En fait, ça dépend des tissus que tu as à côté, puisqu'on fait un étalonnage. Et du coup, là, si tu as des tissus à côté qui ont tous des T1 très très élevés, et du coup, ça veut dire qu'ils vont être très lents, eh ben, l'eau va pouvoir peut-être apparaître blanche. Ça va dépendre de tes tissus. Donc, il ne faut pas que tu te dises, c'est de l'eau. Donc, je ne sais pas, le tien est plus élevé. Ça dépend. On va te donner les tableaux, tu auras tout, et tu compareras. Ce n'est pas quelque chose qui à apprendre par cœur. La RMN, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose. Il y a tant de trucs à apprendre par cœur. Toutes les formules, on vous les donne. Il y a juste 42,6 qu'il faut apprendre par cœur, 0,37 et 0,63 pour terminer T2. Globalement, le reste, c'est juste de la compréhension globale et savoir utiliser ce qu'on vous donne. Très, très important, très, très important. Vous ne partez pas avant d'avoir lâché les questions d'interprétation. Vous flashez, vous répondez. Comme ça, on améliore nos services. Si vous n'avez pas aidé, etc., n'hésitez pas.
Quoi? Le QR code, c'est ce qui permet en fait au tutorat de continuer à s'améliorer tout le temps. Et en plus, plus on a de réponses sur le QR code, plus on peut dire que les passes viennent à nos formations. Donc on ne sert pas à rien. Et du coup, on peut rater des sous. Peut-être que ça serait mieux de rater l'enregistrement à ce moment-là. Là, à ce moment-là, À ce moment-là, on coupe. Je pense que c'est mieux. non, je suis d'accord. Voilà, forcément, oui, non. Non, mais c'est juste que ça sert pour s'améliorer sur après. À la fin de l'année, on montre les avis. Et vous êtes, donc, votre avis, c'est de la fin. Si vous avez oublié, il y a le QR code dessus, on ne sait jamais. Je vais utiliser un autre email pour mettre plus. J'espère que vous avez tous rempli le QR code. Si j'ai pas 21 QR codes à 19h27 aux alentours, je saurai qu'il y en a un d'entre vous qui n'a pas fait le QR code. Au revoir.